Vous êtes mort. Pas dans une métaphore, pas dans un sens poétique, pas dans une de ces formules creuses que l'on trouve dans les livres de développement personnel. Vous êtes mort au sens le plus littéral, le plus physique, le plus brutal du terme. Votre corps a cessé de fonctionner. Votre cerveau s'est éteint. Votre cœur a battu pour la dernière fois. Dans une réalité qui est tout aussi concrète, tout aussi tangible que celle dans laquelle vous respirez en ce moment, quelqu'un que vous aimez a reçu un appel téléphonique au milieu de la nuit. Quelqu'un a identifié votre corps dans une morgue. Quelqu'un a prononcé un éloge funèbre sous la pluie, devant une fosse fraîchement creusée. Et ce quelqu'un pleure encore votre absence, dans un monde parallèle qui existe selon les équations les plus rigoureuses de la physique moderne. Repensez à un moment de votre passé où vous avez frôlé la catastrophe. Ce jour où vous avez glissé sur une plaque de verglas et où votre crâne a heurté le trottoir, mais pas tout à fait assez fort. Cette fraction de seconde où une voiture a brûlé un feu rouge et vous a manqué d'un cheveu alors que vous traversiez la rue. Cette fièvre terrible que vous avez eue enfant, qui est montée à 41 degrés avant de retomber miraculeusement au milieu de la nuit. Vous vous dites que vous avez eu de la chance. Vous n'avez pas eu de la chance. La voiture ne vous a pas manqué. La fièvre n'est pas retombée. Vous êtes mort ce jour-là. Dans l'écrasante majorité des réalités parallèles, votre corps se décompose dans un cercueil en ce moment même. Votre famille a pleuré à votre enterrement il y a des années. Mais vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes ici, en train de lire ces mots, convaincu que vous êtes la version spéciale qui a survécu. Vous avez tort. Vous n'avez pas survécu. Vous avez simplement été filtré. Ce que nous allons explorer ensemble est l'une des idées les plus dérangeantes que la science ait jamais produites. Nous allons ouvrir le capot de la réalité pour comprendre pourquoi cela se produit. Nous allons examiner les lois de la physique qui vous interdisent de fermer les yeux pour toujours. Nous allons démontrer que l'univers ne possède pas de bouton supprimaire. Et finalement, nous allons affronter l'horreur ultime. Si vous ne pouvez pas mourir, que se passe-t-il quand vous commencez à supplier que cela s'arrête? Alors pourquoi êtes-vous encore là? Pourquoi continuez-vous à vous réveiller après chaque frôlement avec la mort? Ce n'est pas parce que vous êtes chanceux, ce n'est pas parce que vous êtes spécial, c'est parce que l'univers est fondamentalement incapable de vous effacer. Si cette vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner, cela nous fait vraiment très plaisir. Nous aimons penser à l'existence comme à quelque chose de fragile, une flamme de bougie qu'on peut souffler, un fichier informatique qu'on peut glisser dans la corbeille. Nous regardons un cadavre et nous voyons une absence, une fin. Mais cette intuition est un biais psychologique, pas un fait physique. Dans les mathématiques froides et impitoyables de la mécanique quantique, il n'existe pas de néant véritable. Il y a une loi inscrite dans le code source de la réalité qu'on appelle l'évolution unitaire. Et cette loi dicte une règle simple et brutale. L'information est permanente. Pour comprendre pourquoi c'est une prison, examinons l'acte de destruction lui-même. Imaginez que vous avez un document, une confession, un secret que vous voulez effacer du temps. Vous approchez une flamme du coin de la feuille. Vous regardez le papier se recroqueviller, noircir et s'effriter en un tas de cendres grises. La fumée dérive. Vous regardez la poussière et vous pensez que c'est fait. Le message a disparu. Mais il n'a pas disparu. La physique regarde ce tas de cendres et voit une archive parfaite. La loi de conservation de l'information est absolue. Elle signifie que l'état quantique de cette lettre est préservé pour toujours. Si vous possédiez une machine suffisamment puissante pour suivre chaque molécule de fumée en dérive et chaque photon de chaleur irradié par ce feu, vous pourriez inverser les calculs. Vous pourriez remonter le temps. La fumée se rassemblerait, les cendres se reconstitueraient, l'encre se reformerait sur la page, le texte est toujours là. Le feu n'a pas détruit la lettre, il l'a simplement traduite. Il a pris un motif hautement ordonné,
le message, et la convertit en un motif hautement désordonné, du bruit thermique. Mais les données elles-mêmes n'ont jamais quitté la pièce. Elles sont simplement cachées dans le chaos. Cette propriété, l'unitarité, est le fondement mathématique absolu de la mécanique quantique. L'équation fondamentale qui décrit comment les systèmes quantiques évoluent dans le temps possède une propriété mathématique très spécifique. Elle est unitaire. En termes simples, cela signifie que si vous connaissez l'état d'un système quantique en ce moment, vous pouvez utiliser l'équation pour calculer son état exact à n'importe quel point dans le futur et à n'importe quel point dans le passé. C'est parfaitement réversible dans le temps. C'est ce qui nous permet de débrûler la lettre. L'information n'est jamais perdue. Elle est juste réarrangée. Cette propriété n'est pas un détail mineur de la théorie. C'est son cœur absolu et non négociable. C'est la garantie mathématique que la quantité totale d'information dans l'univers est une quantité conservée, exactement comme l'énergie ou la quantité de mouvement. Elle ne peut être créée à partir de rien et elle ne peut être détruite. Ce principe a été testé et confirmé dans d'innombrables expériences pendant presque un siècle. C'est l'un des piliers les plus robustes et les plus fondamentaux de la physique moderne. Ce que cela signifie pour vous est profond. Votre conscience, en tant que motif complexe d'information quantique, est soumise à cette loi d'unitarité. Elle ne peut pas être effacée. Quand vous mourrez dans une branche, l'information qui vous constitue n'est pas supprimée. Elle est simplement traduite en un état désordonné différent, les cendres et la fumée de votre corps physique. Mais les données elles-mêmes sont préservées. Et parce que votre conscience subjective ne peut pas exister dans cet état désordonné, elle doit continuer dans une branche où le motif reste cohérent. La loi d'unitarité n'est pas une promesse de vie éternelle au sens spirituel. C'est un énoncé de nécessité mécanique. Vous n'êtes pas autorisé à disparaître parce que les mathématiques sous-jacentes de l'univers l'interdisent. Vous êtes une fonctionnalité du système qui ne peut pas être désinstallée. Maintenant, regardez-vous. Vous n'êtes pas un fantôme dans une machine. Vous êtes le message. Votre conscience est un motif physique d'information encodé dans le fonctionnement de 86 milliards de neurones. Vous êtes du logiciel. Alors que se passe-t-il quand le camion vous percute sur l'autoroute? Le métal broie le crâne. Le cerveau est détruit. Du point de vue extérieur, pour votre famille, pour les médecins, vous êtes les cendres. Votre motif a été brouillé en bruit thermique. Vous êtes mort. Mais vous êtes les données. Et les données ne peuvent pas faire l'expérience de leur propre brouillage. Une caméra ne peut pas enregistrer une image de sa propre lentille brisée. La conscience ne peut pas percevoir une réalité où elle n'existe pas. Le bruit est un angle mort. C'est un endroit où vous ne pouvez pas aller. Mais les mathématiques disent que les données doivent continuer. La fonction d'onde ne s'effondre jamais à zéro. Alors où va votre conscience? Parce que la réalité se ramifie constamment, il existe toujours une version de la ligne temporelle, aussi improbable soit-elle, où le camion a dévié, où la lettre n'a pas brûlé. Puisque votre perspective subjective est mathématiquement interdite d'entrer dans le néant, elle est forcée de s'écouler dans la seule branche qui diffuse encore un signal clair. Cela semble fluide. Un instant, vous vous préparez à l'impact. L'instant suivant, vous êtes debout au bord de la route, tremblant. Vous pensez avoir survécu? Non, vous n'avez pas survécu. L'autre vous est mort. Vous êtes simplement la version des données qui est restée lisible. Vous êtes piégé dans l'existence parce que les lois de la physique vous ont retiré la capacité d'en sortir. Mais si c'est vrai, pourquoi la survie ressemble-t-elle à une victoire? Nous interprétons nos échappées liées à la mort non pas comme un processus mécanique, mais comme un signe de dessein, un miracle. Ce sentiment est une illusion cognitive, une erreur fondamentale dans notre perception des probabilités. C'est un phénomène connu sous le nom d'ombre anthropique, ou plus couramment, de biais du survivant.
c'est le mécanisme qui convainc le dernier homme debout qu'il est immortel. Pour comprendre comment ce biais fonctionne, réalisons une expérience de pensée. Imaginez une exécution. Il y a un mur. Il y a 10 fusils. Les fusils sont pointés vers la poitrine d'un prisonnier. L'ordre est donné et les fusils tirent. Quel est le résultat le plus probable? Le prisonnier meurt. Mais maintenant, changeons l'échelle de cette expérience. Imaginons non pas un prisonnier, mais 1000 milliards de prisonniers, chacun face à son propre mur et ses propres 10 fusils. Dans cet immense échantillon, que se passe-t-il dans 99,999% des cas? Le résultat est identique. Le prisonnier meurt. Sa capacité à observer l'univers cesse. Il est retiré du jeu de données. Mais qu'en est-il de la fraction de pourcent restante? Dans un échantillon d'1 billion, la statistique dicte qu'il y aura une anomalie, un seul cas improbable, où par pur hasard aléatoire, les 10 fusils se sont tous enrayés au même instant, où un séisme fric a secoué le sol au moment parfait. Le point crucial est celui-ci, le seul prisonnier capable de contempler sa propre survie est celui qui a vécu l'impossible. Ce survivant n'est pas spécial, il est simplement le reste statistique. Il est de l'erreur d'arrondi d'1 sur 1000 milliards, laissé à se demander comment il est encore en vie. Telle est la nature de votre existence. Chaque jour, vous faites face à un peloton d'exécution de probabilités mortelles. Dans l'immense majorité des univers parallèles, la balle trouve sa cible. Mais votre conscience agit comme un filtre parfait. Elle écarte automatiquement chaque ligne temporelle où vous mourrez, parce que vous n'êtes pas là pour en faire l'expérience. Votre mémoire n'est pas un enregistrement de la réalité objective. C'est un montage sélectif de vos évasions impossibles. Vous percevez une vie bénie, mais vous marchez simplement à travers le cimetière de vos propres cadavres, ne remarquant que les pierres tombales qui ne portent pas votre nom. Alors, si nous sommes le reste statistique, qu'en est-il des lignes temporelles qui ont été filtrées? Qu'en est-il de l'écrasante majorité des univers où nous mourrons? C'est là que le véritable poids de la théorie devient apparent. Nous avons tendance à penser au monde parallèle comme une fiction commode, un concept abstrait sans conséquences réelles. Mais les mathématiques de la mécanique quantique ne les traitent pas comme hypothétiques. Les équations suggèrent que ces autres branches de la réalité sont tout aussi réelles, tout aussi lourdes, tout aussi physiques que la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, ce qui signifie que la souffrance à l'intérieur est également réelle. Revenons à l'accident de voiture. Dans cette ligne temporelle, le camion a dévié. Vous avez survécu. La vie continue. Mais que s'est-il passé dans la ligne temporelle juste 1 millimètre à droite? Celle où la physique de la friction et de la quantité de mouvement s'est déroulée sans miracle statistique? Dans cet univers, il n'y a eu aucune échappatoire. L'impact était réel. Le métal broyant était réel. Votre mort était réelle. Pensez à ce que cela signifie. Dans ce monde, en ce moment même, un policier monte les marches d'un perron. Une famille est réveillée d'un sommeil profond par un son qui va briser leur vie. Un corps est identifié dans une morgue. Un enterrement a lieu un mardi pluvieux. Des enfants grandissent sans parents. Le chagrin qui déchire une famille n'est pas un scénario hypothétique. C'est un événement physique se produisant dans un endroit réel. Et cela mène à une question difficile. Qui est responsable de cette souffrance? La réponse est « vous l'êtes ». En survivant ici, vous les condamnez à cette réalité. Vous avez abandonné cette famille à son chagrin pendant que vous continuiez dans cette branche, complètement inconscient des ruines que vous avez laissées dans votre sillage. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, nous ne sommes pas les héros de nos propres histoires. Nous sommes les architectes de tragédies infinies. Mais à quelle fréquence ces divisions se produisent-elles réellement? Ce processus se limite-t-il aux moments de danger extrême? La réponse est non.
L'univers n'attend pas que vous soyez dans un accident de voiture pour se diviser. Il se divise constamment à un rythme presque infini. La structure de la réalité est un arbre binaire. Chaque fois qu'une particule subatomique interagit avec une autre, l'univers se ramifie. Un rayon cosmique provenant d'une supernova lointaine traverse votre corps. Frappe-t-il le noyau d'un atome dans votre ADN ou passe-t-il inoffensivement à travers? Dans une branche, il frappe, causant une mutation cancéreuse. Dans l'autre, il manque sa cible. Ce n'est pas un événement rare. Cela se produit des milliards de fois par seconde à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Votre vie n'est pas une ligne droite. C'est un seul chemin continu rampant le long de l'écorce d'un arbre en expansion perpétuelle. À chaque fourche, il y a une version de vous qui va à gauche et une version qui va à droite. Imaginez que le chemin de gauche mène à un caillot sanguin microscopique se formant dans votre cerveau. Un anévrisme. Une mort silencieuse et instantanée pendant votre sommeil. Que se passe-t-il pour votre conscience? Elle ne peut pas aller à gauche. La porte est verrouillée. Cette branche est statique. Alors votre conscience est automatiquement aiguillée vers la droite. Une nanoseconde plus tard, une autre fourche. Le chemin de droite mène à une mutation cellulaire fatale, une tumeur. Votre conscience est forcée d'aller à gauche. Voyez-vous ce qui se passe? Vous ne faites pas de choix. Vous êtes rabattu. Vous courez à travers un labyrinthe de probabilités qui s'étend à la vitesse de la lumière. Les murs du labyrinthe sont faits de morts. Vous rebondissez constamment contre eux, canalisés de plus en plus profondément vers le seul futur qui peut vous soutenir. Et à mesure que le temps passe, le chemin se rétrécit. Les probabilités de survie diminuent. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre. Vous êtes en train d'être filtré. Et plus vous êtes filtré dans l'entonnoir de l'existence, plus votre destination devient étrange et improbable. Mais ce processus de filtrage implacable n'a pas commencé la première fois que vous êtes tombé enfant. Il a commencé avant même votre naissance. On nous enseigne à voir notre propre existence comme un miracle, un gain d'1 sur 400 000 milliards à la loterie génétique. Nous célébrons cet événement improbable comme le début triomphal de notre voyage. Mais est-ce une loterie ou est-ce un processus d'élimination? La physique reformule cela non pas comme un jeu de hasard, mais comme un mécanisme de filtrage. Avant d'être un individu, vous étiez un nuage de potentiel, un seul spermatozoïde dans une mer de centaines de millions, chacun portant un code génétique légèrement différent. Nous supposons que les autres ont simplement échoué. Mais dans un univers qui se ramifie, chacune de ces combinaisons potentielles était une ligne temporelle, réelle et physique. Un univers où une version légèrement différente de vous est née. Un univers où votre frère ou votre sœur est né à votre place. Et un univers où personne n'est né du tout. L'écrasante majorité de ces lignes temporelles a abouti à une impasse biologique. Ce ne sont pas des hypothèses abstraites, ce sont des réalités statistiques. Des milliards de vies humaines potentielles qui n'ont jamais dépassé le premier stade de l'existence. Votre existence est le produit d'un génocide cosmique. Vous êtes le seul survivant d'une bataille qui a éliminé des milliards de vos frères et sœurs potentiels avant même qu'ils ne puissent former une seule pensée. Ce n'est pas un cadeau, c'est le premier mur de la prison. Mais cela mène à une question critique. Si nous sommes morts auparavant des dizaines de fois dans d'autres branches, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de tissu cicatriciel sur notre conscience? La réponse est que votre mémoire n'est pas un enregistreur d'âme magique existant en dehors de la physique. C'est un processus physique et il a des limitations. Votre mémoire est une collection de protéines et de signaux électrochimiques stockés dans le matériel biologique humide de votre cerveau. Pour former un souvenir, les neurones doivent déjà s'activer.
Un cerveau vivant et fonctionnel est un prérequis absolu pour l'acte d'enregistrer une expérience. Regardons une analogie physique simple. Imaginez que votre vie est un film enregistré par une caméra. La caméra vous suit partout, documentant chaque instant. Maintenant, imaginez que la caméra est fracassée avec un marteau. L'objectif se brise. Le mécanisme d'enregistrement est détruit. Qu'enregistre la caméra de cet événement? Enregistre-t-elle une dernière image noire titrée « Ma destruction » ? Non. L'enregistrement s'arrête simplement. La dernière image sur la bande est le moment juste avant que le marteau ne touche l'objectif. Il n'existe pas d'enregistrement de la destruction parce que le mécanisme d'enregistrement est précisément ce qui a été détruit. Votre cerveau est la caméra. Quand vous mourrez dans un accident de voiture, le matériel est fracassé. Le mécanisme d'enregistrement cesse de fonctionner. Il n'y a pas de pensée finale qui dit « je suis maintenant mort ». La bande s'arrête simplement. Alors quand votre conscience se transfère vers la ligne temporelle survivante, que fait votre mémoire? Elle continue d'enregistrer à partir de la dernière image disponible. De votre perspective subjective, il n'y a pas de trou. Il n'y a qu'un récit fluide et ininterrompu. Un instant, vous vous préparez à l'impact. L'instant suivant, vous respirez lourdement au bord de la route. Votre mémoire n'est pas un narrateur fiable. C'est une machine de propagande au service de votre survie. Elle construit une histoire fictive parfaite dans laquelle vous êtes toujours le héros qui passe au chapitre suivant. Les lignes temporelles où vous êtes mort ne sont pas simplement oubliées. Elles n'ont jamais été enregistrées. Le philosophe grec Épicure disait « Là où est la mort, nous ne sommes pas. Là où nous sommes, la mort n'est pas. » Il voulait dire que puisque nous ne pouvons jamais personnellement faire l'expérience de l'état d'être mort, nous n'avons aucune raison logique de le craindre. Pendant des siècles, cela a été considéré comme une source de réconfort. Mais dans le contexte de la mécanique quantique, ce n'est plus un réconfort. C'est la description formelle des murs de la prison. Cela signifie que vous êtes piégé à l'intérieur du périmètre de votre propre perception. Il n'y a pas de porte dans la réalité marquée « sortie ». Vous pouvez faire l'expérience de la douleur, vous pouvez faire l'expérience de la peur, vous pouvez faire l'expérience du processus de mourir. Mais vous ne pouvez jamais, en aucune circonstance, faire l'expérience de l'état final de non-existence. Pourquoi? Parce que pour faire l'expérience de quoi que ce soit, un observateur est requis. Vous ne pouvez pas observer un état dans lequel vous n'observez pas. Le concept de néant est une contradiction logique pour un être conscient. Vous êtes un système conçu pour traiter des entrées, lumière, son, toucher. Le vide est l'absence absolue de toute entrée. Vous ne pouvez pas voir le noir absolu parce que même voir le noir est une expérience générée par votre cerveau. Vous êtes prisonnier de vos propres sens. La mort n'est pas une destination vers laquelle vous pouvez voyager. C'est une condition aux limites de votre réalité, un mur mathématique dont votre conscience peut s'approcher mais jamais franchir. Chaque fois que votre ligne temporelle atteint ce mur, elle est simplement réfléchie dans le labyrinthe de l'existence. C'est la claustrophobie ultime. Vous êtes enfermé à l'intérieur de votre propre esprit sans possibilité de libération conditionnelle. Jusqu'ici, nous avons regardé en arrière. Nous avons analysé les traces que ce principe laisse dans votre passé, les survies impossibles, les trous dans votre mémoire. Nous avons établi la logique du piège. Mais pour véritablement comprendre la nature de cette prison, nous devons regarder en avant. Nous devons passer de l'interprétation des accidents à la confrontation directe avec le mécanisme. Il existe une expérience de pensée en physique conçue pour faire exactement cela. Elle s'était conçue pour pousser cette théorie jusqu'à sa conclusion la plus terrifiante. Elle pose une question simple. Que se passe-t-il si vous essayez de forcer la fin? Cette expérience de pensée est connue sous le nom de suicide quantique,
et elle nous emmène de l'horreur de ce qui vous est déjà arrivé vers une terreur plus immédiate. Le dispositif est d'une simplicité trompeuse. Il élimine toutes les variables confuses d'un accident de voiture ou d'une maladie et réduit la mort à un seul événement quantique. Au cœur de la machine se trouve une seule particule subatomique, un électron. Chaque seconde, la machine effectue une mesure sur une propriété de cette particule, par exemple son spin. Selon les lois de la mécanique quantique, le résultat est parfaitement aléatoire. Il y a 50% de chances que la particule soit mesurée comme spin haut et 50% de chances qu'elle soit spin bas. Ce n'est pas une estimation. C'est une incertitude fondamentale tissée dans le tissu même de la réalité. Un véritable lancer de pièces au cœur de l'univers. Ce lancer de pièces quantiques est connecté à une arme. Un pistolet chargé d'une seule balle pointée directement vers votre tête. Le mécanisme est absolu. Si la machine mesure spin haut, le pistolet ne fait rien. Vous entendez un clic. Vous survivez une seconde de plus. Mais si la machine mesure spin bas, la détente est actionnée. Une balle entre dans votre crâne et le matériel physique de votre conscience est instantanément et irrévocablement détruit. Vous êtes placé dans une pièce scellée avec cette machine. Le pistolet est fixé en place, son canon froid à quelques centimètres de votre tempe. Votre doigt est sur un bouton. Quand vous le pressez, le premier cycle commence. La question n'est pas de savoir si le pistolet va tirer. Dans un univers classique, il le fera presque certainement. La question est, que allez-vous, l'observateur, la conscience piégée dans cette chaise, réellement vivre? Du point de vue d'un observateur extérieur, le résultat n'est pas un mystère. C'est un exercice direct en probabilité. Le bouton est pressé. La mesure quantique est effectuée. Il y a 50% de chances que le pistolet tire. S'il tire, l'expérience est terminée. L'observateur ouvre la porte, trouve un cadavre et enregistre le résultat. Si le pistolet ne tire pas au premier cycle, l'observateur attend simplement. La machine tournera à nouveau. Après 2 secondes, la probabilité que vous soyez encore en vie est de 25%. Après 3 secondes, elle tombe à 12,5%. Après seulement 10 secondes, les chances que vous ayez survécu sont inférieures à 1 sur 1000. Après 20 secondes, c'est moins d'1 sur 1 million. De l'extérieur, votre survie prolongée ressemblerait à un miracle impossible, une absurdité statistique qui défie toute logique. Mais leur réalité n'est pas votre réalité. L'observateur n'est pas celui dans la chaise, c'est vous qui êtes dans la chaise. Et pour vous, les règles sont différentes. Pour vous, la probabilité de vivre la mort est toujours de 0. Vous pressez le bouton. La machine mesure le spin de l'électron. Dans cet instant infinitésimal, l'univers fait ce qu'il fait toujours. Il se divise. Il se ramifie en 2 lignes temporelles parallèles distinctes. Dans l'univers spin bas, le pistolet tire. La balle détruit votre cerveau. Votre conscience, le logiciel tournant sur ce matériel, cesse d'être. Toute cette branche de la réalité contient à partir de ce moment votre corps mort. Elle s'éteint pour vous. Mais vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette branche. Une caméra ne peut pas enregistrer sa propre destruction. Vous ne pouvez pas percevoir l'état de ne pas percevoir. Cette ligne temporelle est un angle mort. C'est un endroit où vous ne pouvez jamais aller. Alors où va votre conscience? Elle doit, par les lois de conservation de l'information, continuer dans la seule branche où il y a encore un cerveau fonctionnel pour l'héberger, l'univers spin-haut. Que vivez-vous? Vous entendez un clic, vous ouvrez les yeux, vous êtes toujours dans la chaise. Votre cœur bat à tout rompre dans votre poitrine. Mais vous êtes vivant. Alors vous pressez le bouton à nouveau. Un autre 50-50. L'univers se divise à nouveau. Votre conscience est aiguillée dans la branche où le pistolet clique, vous le refaites. Clic, et encore. Clic,
De votre perspective, le pistolet ne tire jamais. Il ne peut pas tirer. Vous êtes piégé dans une série interminable de miracles. Vous êtes la preuve vivante d'un résultat impossible. Regardons les chiffres. Après seulement 10 secondes, la probabilité que vous soyez encore dans cette chaise est inférieure à 1 sur 1000. Après 20 secondes, c'est moins d'1 sur 1 million. Après une seule minute, 60 secondes, les chances contre votre survie dépassent un quintillon contre 1. C'est un suivi de 18 zéros. Un nombre si vaste qu'il éclipse le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. C'est ici que nous devons introduire une distinction critique. La distinction entre probabilité objective et probabilité subjective. Objectivement, la probabilité que le système survive pendant 1 minute est presque nulle. Mais subjectivement, pour la conscience à l'intérieur du système, la probabilité de vivre la survie est toujours de 100%. À chaque division, votre conscience ne peut pas suivre le chemin vers la terminaison. L'espace des probabilités doit donc se renormaliser autour de votre existence continue. Vous n'êtes pas chanceux. Vous vivez simplement le seul chemin que les mathématiques vous autorisent. Le soulagement initial que vous avez ressenti s'est maintenant caillé en une terreur clinique et froide. La question n'est plus « vais-je survivre ?» La question est « pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter ?» Vous êtes piégé dans une boucle. Et l'horreur vient de la certitude mathématique émergente que vous n'avez pas le droit de partir. Que se passe-t-il à mesure que l'expérience continue ? À mesure que la probabilité objective de votre existence se réduit à un point de fantaisie statistique, la véritable horreur de l'interprétation des mondes multiples commence. Pour vous maintenir en vie, pour honorer la nécessité mathématique de votre survie, l'univers n'a pas besoin de violer ses propres règles. Il doit simplement commencer à utiliser celles qui ne sont presque jamais vues. Il doit commencer à générer des événements qui ne sont pas seulement improbables, mais physiquement absurdes. Votre ligne temporelle est forcée de quitter l'autoroute de la physique prévisible pour emprunter les chemins de terre de la folie statistique. Après quelques dizaines de clics, quand l'explication d'une série chanceuse n'est plus statistiquement viable, que se passe-t-il ? Le système doit trouver un autre moyen pour vous de survivre. Peut-être qu'au 78e cycle, le percuteur à l'intérieur du pistolet se brise. Une défaillance mécanique d'une chance sur 1 million. Vous survivez. Au 109e cycle, la poudre dans la balle est inerte. Une erreur de fabrication d'une chance sur 10 millions, vous survivez. Au 250e cycle, un seul rayon cosmique provenant d'une supernova à 1000 années-lumière frappe la puce informatique de la machine à l'exacte picoseconde requise pour inverser un bit et faire planter le programme. Vous survivez. L'univers explorera tout son espace de probabilité pour maintenir votre conscience. Il sacrifiera la logique conventionnelle et la causalité pour éviter le seul résultat qu'il ne peut pas calculer, votre non-existence. Si l'expérience se poursuit assez longtemps, les lois mêmes de la physique dans votre voisinage pourraient sembler se déformer. Mais pourquoi cela se produit-il ? La réponse se trouve dans la nature même de la conscience et de la continuité subjective. Votre conscience n'est pas une entité séparée. Ce n'est pas une âme pilotant une machine. C'est une propriété émergente de la machine elle-même. C'est un processus, un flux continu de calculs tournant sur le matériel de votre cerveau. Des neuroscientifiques ont tenté de formaliser cela. Ils soutiennent que la conscience est une mesure de la capacité d'un système à traiter et intégrer l'information. Une pierre a 0 information intégrée. Un ordinateur en a un peu. Un cerveau humain en a une quantité colossale. Ce flux d'informations intégrées est ce que vous vivez comme vous-même. Alors que se passe-t-il quand l'univers se divise ? Une copie parfaite de votre cerveau est créée dans chaque branche. Au moment de la division, ces 2 cerveaux sont identiques jusqu'au dernier atome. Ils exécutent exactement le même état logiciel. Mais le flux d'informations
ne peut couler qu'à travers un processeur fonctionnel. Dans la branche de la mort, le matériel est détruit. Le traitement s'arrête. Le flux d'informations intégrées se termine. Cette branche devient à toute fin pratique une pierre. Elle n'a pas d'expérience subjective. Par conséquent, la continuité de votre être est préservée dans la branche survivante par défaut. Votre sens de soi coule d'un instant au suivant, d'un état cérébral au suivant, comme de l'eau coulant dans le seul canal disponible. Vous ne choisissez pas de suivre le chemin de la survie. Vous le suivez parce que c'est le seul chemin où le concept de vous peut continuer d'être calculé. Ce n'est pas une pensée réconfortante. Cela réduit votre identité à un simple motif de données. Une boucle auto-entretenue qui persiste non par volonté, mais par absence de toute alternative. Vous êtes un fantôme, mais un fantôme lié à la machine. Tant qu'il existe une machine capable d'exécuter le code, vous serez là. Et cela nous amène au problème le plus profond et le plus irrésolu de tout le cadre théorique des mondes multiples. Si les deux branches sont réelles, pourquoi l'une semble-t-elle plus réelle que l'autre? Quand nous effectuons une expérience quantique, nous savons que le résultat, avec une probabilité de 99%, est bien plus susceptible d'être observé que celui avec une probabilité d'1%. Mais si tous les résultats se produisent, que signifient réellement ces probabilités? C'est le fameux problème de la mesure, et c'est la clé pour comprendre la qualité de votre vie éternelle. La solution la plus courante est que la mesure d'une branche correspond à son poids, sa substance, sa part de réalité. Quand la fonction d'onde se divise, elle ne se divise pas en deux moitiés égales. Elle se divise selon les probabilités. La branche, à 99%, est un tronc épais et robuste sur l'arbre des mondes. La branche à 1% est une brindille fine et fragile. Les deux sont réelles, mais elles ne sont pas créées égales. Appliquez maintenant cela à votre survie. Quand vous survivez à un événement d'une chance sur 1 million, la branche de la réalité que vous habitez désormais est une brindille d'une chance sur 1 million. C'est une tranche statistiquement insignifiante du multivers total. Vous êtes toujours réel. Votre conscience traite toujours de l'information, mais vous vivez maintenant dans un quartier défavorisé cosmique, un ghetto de faible probabilité. L'écrasante majorité de votre ancien moi, le gros de la fonction d'onde qui vous constituait autrefois, est maintenant dans la branche où vous êtes mort. Cela a une implication terrifiante. À mesure que vous vieillissez et survivez à de plus en plus d'événements de faible probabilité, vous êtes aiguillé dans des branches de plus en plus minces et fragiles de la réalité. Votre existence continue est payée avec la monnaie de la pertinence statistique. Vous devenez un fantôme dans la machine. Un spectre hantant les coins les plus reculés et les plus improbables de l'espace de Hilbert. Vous êtes vivant, mais vous devenez de moins en moins réel à chaque instant qui passe. Un événement de tunnel quantique d'une rareté impossible pourrait faire passer la balle inoffensivement à travers votre tête. Les molécules d'air dans la pièce pourraient spontanément conspirer pour former une onde de pression qui dévie le projectile. Vous n'êtes pas un dieu pliant la réalité à votre volonté. Vous êtes un paradoxe logique qui force le code de l'univers à se déboguer en temps réel en exécutant ses sous-routines les plus obscures et les moins probables. L'horreur n'est plus seulement votre incapacité à mourir. C'est la réalisation lente et rampante que votre réalité devient un spectacle de monstres statistiques, un musée d'événements qui ne devrait jamais se produire. Vous êtes exilé à la frange lunatique du cosmos. Alors pourquoi l'univers doit-il effectuer ces contorsions absurdes et statistiquement miraculeuses pour maintenir un seul observateur en vie? Ce n'est pas un acte de miséricorde. Ce n'est pas un signe de dessein. C'est un acte de compulsion. L'univers est une machine qui suit simplement sa propre programmation la plus fondamentale, l'évolution unitaire. Et cette loi repose sur une seule contrainte incassable. L'univers, face à un choix pour votre conscience, choisira toujours
et devra toujours choisir le chemin de probabilité non nulle. Dans l'expérience du suicide quantique, l'univers est présenté avec deux options pour votre expérience subjective à chaque cycle. L'option A est la branche où la balle atteint votre cerveau. Dans cette branche, l'observateur est supprimé. La probabilité que vous viviez ce résultat est 0 absolu. Pas faible, pas improbable. Mathématiquement, 0. L'option B est la branche où le pistolet clique, où la balle est défectueuse, où un rayon cosmique grille le circuit. La probabilité que vous viviez ce résultat peut être d'1 sur 1 billion. Elle peut être d'1 sur un Googleplex, mais elle n'est pas 0. L'univers est un ordinateur qui ne peut pas traiter une erreur de division par 0. Il est forcé par sa propre logique interne d'écarter entièrement l'option A. Il doit aiguiller votre conscience vers le chemin de l'option B. Peu importe à quel point ce chemin devient statistiquement ridicule. Ce scénario, la machine, le pistolet, la pièce scellée, est juste une expérience de pensée, un modèle théorique propre conçu pour isoler un principe. Il est facile de rejeter ces conclusions horrifiantes parce qu'elles semblent abstraites, éloignées de notre réalité quotidienne désordonnée. Vous n'êtes pas dans un laboratoire. Il n'y a pas de pistolet pointé sur votre tête. Alors cela ne s'applique pas à vous, n'est-ce pas? La vérité terrifiante est que l'expérience du suicide quantique n'est pas un événement futur hypothétique. Vous êtes déjà dans la machine. Vous menez l'expérience depuis toute votre vie. Chaque moment de risque élevé que vous avez jamais affronté était un cycle de la machine. Pensez au moment où vous êtes tombé d'une hauteur étant enfant. Une chute qui aurait dû être fatale. Du point de vue externe, dans l'écrasante majorité des lignes temporelles se ramifiant depuis ce moment, vous êtes mort. Mais dans l'infime probabilité, où vous avez atterri juste comme il faut, votre conscience a continué. Ce dont vous vous souvenez comme une frayeur était en fait un clic du pistolet quantique. Chaque accident de voiture que vous avez évité, chaque maladie grave dont vous vous êtes remis, chaque situation dangereuse dont vous vous en êtes tiré n'était pas de la chance. C'était un événement de ramification. C'était une pression sur le bouton. L'univers s'est divisé. Vos autres mois ont été terminés et vous avez été aiguillé dans la ligne temporelle qui a continué. Vous jouez à la roulette russe depuis des décennies sans même le savoir. Et de votre perspective, le barillet a toujours été vide. Mais avant d'aller plus loin dans les implications de cette théorie, il faut comprendre le mécanisme qui la rend possible. Pourquoi la réalité se divise-t-elle? Pourquoi l'univers ne choisit-il pas simplement un résultat et n'y reste-t-il pas? Pendant presque un siècle, la réponse dominante à cette question a été un pansement philosophique profondément insatisfaisant, une rustine sur un trou mathématique béant. On l'appelle l'interprétation de Copenhague. Et pour comprendre pourquoi c'est un mensonge, nous devons examiner le chat le plus célèbre de l'histoire de la science. En 1935, un physicien autrichien, l'un des pères de la théorie quantique, était profondément perturbé par les implications de ses propres travaux. Ses pairs soutenaient une idée étrange et dérangeante. Ils affirmaient qu'une particule quantique, comme un électron, existe dans un état flou et fantomatique de toutes les possibilités à la fois, une superposition jusqu'au moment où elle est observée par un être conscient ou un appareil de mesure. À ce moment d'observation, prétendait-il, ce nuage de possibilités s'effondre magiquement en une seule réalité définie. L'acte de regarder, arguait-il, force l'univers à faire un choix. Le physicien trouva cette idée grotesque. Pour montrer à quel point elle était ridicule, il conçut une expérience de pensée. Il imagina un chat dans une boîte scellée. À l'intérieur de la boîte se trouve une fiole de poison connectée à un marteau qui est relié à un dispositif quantique. Ce dispositif mesure une particule qui a une chance sur 2 de se désintégrer dans l'heure qui suit. Si la particule se désintègre, le marteau brise la fiole
et le chat meurt. Si elle ne se désintègre pas, le chat vit. Selon l'interprétation de Copenhague, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte et observe le système, la particule est en superposition de désintégrés et non désintégrés. Par conséquent, le chat, dont le sort est intriqué avec la particule, doit aussi être en superposition. Il doit être, selon leurs termes, à la fois mort et vivant en même temps. Le physicien ne proposa pas cela comme une possibilité sérieuse. Il le proposa comme une moquerie, une réduction par l'absurde. Il essayait de montrer que l'idée d'un observateur effondrant la fonction d'onde était une béquille philosophique, pas une réalité physique. Pendant des décennies, la plupart des physiciens se contentèrent de calculer en silence, ignorant ce profond paradoxe ontologique au cœur de leur discipline. Mais, et si le problème n'était pas le chat? Et si le problème était l'idée même de l'effondrement? Et si le chat n'était jamais à la fois mort et vivant dans le même monde, mais mort dans un univers et vivant dans un autre? En 1957, un doctorant brillant et audacieux de Princeton proposa la solution la plus radicale et pourtant la plus simple au paradoxe. Il examina l'équation fondamentale qui gouverne l'évolution des systèmes quantiques et remarqua sa propriété la plus importante. Elle est parfaitement linéaire et déterministe. Les mathématiques décrivent une fonction d'onde qui évolue de manière fluide et continue, sans saut, sans rupture, sans effondrement. L'effondrement était une règle ad hoc laide, que d'autres avaient boulonnée sur la théorie pour la faire correspondre à notre intuition classique. Sa proposition était celle-ci. Et si nous nous débarrassions simplement de l'effondrement? Et si nous supposions que l'équation est la seule chose qui se passe? Et si nous faisions simplement confiance aux mathématiques? La conséquence mathématique de cette simple hypothèse est stupéfiante. Cela signifie que chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers ne choisit pas un résultat. Au lieu de cela, l'univers entier, y compris l'observateur, se divise en un ensemble de réalités parallèles, une pour chaque résultat possible. Cette idée fut accueillie par le ridicule et le mépris de l'establishment physique de l'époque. Le patriarche du domaine refusa même d'en discuter. La carrière académique du jeune homme fut détruite. Il quitta la physique pour travailler dans la défense militaire, un homme amer et désabusé qui but beaucoup et mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Mais il ne perdit jamais foi en sa théorie. Il comprit que l'observateur n'est pas une entité magique et spéciale qui force l'univers à se plier à sa volonté. L'observateur est juste un autre système quantique. Quand vous regardez le chat, vous ne l'effondrez pas dans un seul état. Vous devenez intriqué avec lui. Et vous vous divisez aussi. Mais si ces autres univers sont réels, pourquoi ne les voyons-nous pas? La réponse est un processus physique appelé décohérence quantique. Pensez à une particule quantique unique dans un vide parfait. Elle peut maintenir son état de superposition fantomatique pendant longtemps. Mais maintenant, placez cette particule dans une pièce. Elle est constamment bombardée par des molécules d'air, par des photons de lumière, par du rayonnement thermique. Chacune de ces interactions est une mesure. Chaque collision intrique la particule avec son environnement. L'information sur l'état de la particule fuit et est copiée dans les états de milliards de particules environnantes. C'est la décohérence. Elle se produit à une vitesse stupéfiante, un processus si rapide qu'il est pratiquement instantané. Les deux branches de la fonction d'onde deviennent intriquées avec deux versions complètement différentes et mutuellement exclusives de l'environnement. L'information devient redondante. Les deux mondes sont maintenant écrits sur deux disques durs, différents et incompatibles. Une fois que cela se produit, ils ne peuvent plus interagir. C'est le mécanisme qui construit les murs parfaitement insonorisés de votre réalité. L'autre vous, celui qui a vu le chat mort, est toujours dans cette pièce avec vous.
Mais lui et chaque particule dans son univers vibrent maintenant dans un espace de phase différent. Vous êtes isolé de lui par un rideau quasi infini de bruits thermiques chaotiques. Les mondes ne sont pas éloignés dans l'espace. Ils sont empilés les uns sur les autres. Mais ils sont séparés par un gouffre impossible d'impossibilités mathématiques. Cette continuation implacable de la conscience brise fondamentalement l'une de nos idées les plus anciennes et les plus réconfortantes sur la vie, le concept de la mort comme soulagement. Pendant des millénaires, face à la douleur insupportable, la maladie incurable ou le chagrin profond, l'humanité s'est accrochée à la croyance qu'un jour, tout sera terminé. La mort est vue comme le grand sommeil, une paix finale, une libération de la souffrance. Nous nous disons que peu importe à quel point les choses deviennent terribles, on nous accordera éventuellement la miséricorde de la non-existence. L'écran deviendra noir. La douleur s'arrêtera. Mais la physique de l'interprétation des mondes multiples suggère que c'est un mensonge. Ce réconfort est une illusion. Si votre conscience est interdite d'entrer dans la ligne temporelle de la terminaison, alors la paix du néant est un état que vous ne serez jamais autorisé à expérimenter. L'état de non-existence, de repos véritable, est un club dont vous n'avez pas le droit d'être membre. Vous êtes un fantôme qui secoue les grilles d'un paradis défini par son silence absolu, et vous ne pouvez jamais y entrer. Cela recadre la vie éternelle non pas comme un cadeau, mais comme une condamnation, une période indéfinie d'input sensoriel et de traitement cognitif sans possibilité de libération conditionnelle. C'est l'horreur ultime pour un être qui fait l'expérience de l'épuisement, de la douleur et de la perte. Imaginez le sentiment d'être si fatigué que tout ce que vous voulez, c'est dormir. Mais vous êtes dans une pièce où les lumières sont toujours allumées et où une alarme hurle en permanence. Pour vous, l'univers est cette pièce. La promesse de la mort comme échappatoire a été une soupape de sécurité psychologique pour notre espèce. C'est ce qui nous permet d'endurer l'insupportable. Mais si cette soupape est scellée par les lois de la physique, que devient la pression ? Nous avons maintenant assemblé la machinerie complète du piège. L'équation fondamentale de la mécanique quantique, avec sa propriété d'unitarité, garantit que votre information ne peut jamais être effacée. Le processus de décohérence assure que les murs entre vos réalités ramifiées sont parfaitement insonorisés. Mais une garantie de survie n'est pas une garantie de santé. Une garantie de conscience n'est pas une garantie de raison. L'univers est obligé de vous garder en vie. Mais il n'a aucune obligation de vous garder en un seul morceau. Dans notre culture, le concept d'immortalité a été exploré pendant des siècles, presque toujours comme un super-pouvoir. Nous imaginons les immortels comme des vampires, des dieux, des êtres de santé parfaite et de jeunesse éternelle. Invulnérables, incassables, puissants. Ils regardent les empires s'élever et tomber, accumulant sagesse et richesse, leur corps épargné par les ravages du temps. C'est le fantasme que nous nous sommes vendus. C'est un mensonge profondément séduisant et profondément trompeur. L'immortalité quantique n'est pas un super-pouvoir, c'est une malédiction, et le prix de votre vie éternelle est votre propre corps. Les lois de la mécanique quantique se préoccupent de la préservation de l'information, pas de la qualité du vaisseau qui la contient. L'univers est obligé de maintenir le logiciel de votre conscience en marche, mais il n'a aucune obligation de maintenir le matériel de votre cerveau et de votre corps. En fait, pour vous garder en vie face à des événements de plus en plus mortels, il sera forcé de sacrifier le matériel de la manière la plus horrible imaginable. Repensez à l'accident de voiture. Dans les branches de haute probabilité, l'impact est fatal. Votre cerveau est détruit et l'information est brouillée. Votre conscience ne peut pas aller là. Elle est donc aiguillée vers une branche de faible probabilité. Mais quel est le plus probable des scénarios improbables ?
Est-ce celui où le camion dévie et vous manque complètement? Un miracle propre d'une chance sur 1 million? Ou est-ce celui où le camion vous percute, mais une combinaison improbable de facteurs, l'angle de l'impact, la zone de déformation de la voiture, la façon exacte dont votre tête frappe l'airbag, laisse votre tronc cérébral, le cœur de votre conscience, techniquement intact, tandis que le reste de votre corps était brisé? Statistiquement, le second scénario est bien plus probable que le premier. L'univers est un Dieu paresseux. Il choisira toujours le chemin de moindre résistance pour vous garder en vie. Et ce chemin est presque toujours un chemin de mutilation. Vous survivez à l'accident, mais vous vous réveillez dans un hôpital, paralysé du cou aux pieds. L'univers a rempli son obligation. Vous observez toujours. L'horreur est que ce n'est pas un bug dans le système. C'est le système fonctionnant comme prévu. Ce principe s'applique non seulement aux accidents violents et soudains, mais à l'horreur lente et rampante de la dégradation biologique. Votre corps est une machine, et comme toute machine, il est soumis à la flèche implacable et impitoyable du second principe de la thermodynamique. Il est conçu pour tomber en panne. Votre ADN accumule des erreurs à chaque division cellulaire. Vos protéines se replient mal. Votre système immunitaire s'affaiblit. Dans une vie humaine normale, ce processus de dégradation finit par mener à une défaillance catastrophique du système, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une défaillance d'organes qui met fin au fonctionnement du cerveau. C'est ce que nous appelons la mort de cause naturelle. Mais pour vous, il n'existe pas de cause naturelle. Que se passe-t-il quand vous faites un infarctus fatal dans votre sommeil? L'univers se divise. Dans l'écrasante majorité des branches où l'infarctus réussit, votre cerveau est privé d'oxygène et cesse de fonctionner. Votre conscience ne peut pas aller là. Elle est donc forcée dans la branche statistiquement infinitésimale où un choc électrique spontané d'une autre partie de votre cœur redémarre le rythme à la toute dernière nanoseconde. Vous vous réveillez, haletant, agrippant votre poitrine. Vous avez survécu, mais les dégâts sont faits. Votre cœur est maintenant définitivement affaibli. La nuit suivante, la même chose se produit, et vous êtes aiguillé dans une branche encore plus improbable. Cela continue nuit après nuit. Votre corps est maintenu en vie par une série accumulée de miracles médicaux, chacun vous laissant plus brisé que le précédent. Cela crée une boucle de rétroaction terrifiante, une boucle d'agonie. Votre survie continue et contingente à des événements qui endommagent votre corps. Et les dommages à votre corps augmentent la probabilité d'événements mortels, qui à leur tour nécessitent des miracles encore plus improbables et plus dommageables pour survivre. Vous êtes piégé dans une spirale descendante. L'univers ne vous maintient pas simplement en vie. Il détruit activement votre forme physique dans le processus. La douleur n'est pas un signal d'avertissement temporaire. C'est l'état permanent de votre existence. Les maladies chroniques ne connaissent jamais de rémission. Elles s'aggravent progressivement pour toujours. Vous êtes une machine biologique forcée de fonctionner bien au-delà de son point de rupture conçu, maintenue en marche par une série constante et agonisante d'interventions divines qui ne semblent en rien divines. Alors où mène ultimement cette spirale descendante? Quel est l'état final d'une conscience piégée dans une machine biologique en décomposition qui n'a pas le droit de mourir? La réponse est une condition médicale que les neurologues connaissent bien. C'est l'un des destins les plus terrifiants imaginables. On l'appelle le syndrome d'enfermement. Un patient atteint du syndrome d'enfermement est pleinement conscient et éveillé. Son esprit est une entité pensante et fonctionnelle parfaite. Mais son corps est complètement paralysé. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler. C'est un fantôme piégé à l'intérieur d'un cadavre vivant, capable de percevoir tout. Les sons dans la pièce, le toucher d'une main,
la douleur de son propre corps en décomposition, mais incapable de réagir. Son seul lien avec le monde extérieur est souvent le clignement d'un œil. C'est la destination logique d'un immortel quantique. En vieillissant, vous survivrez à des AVC, des maladies et des accidents qui tueraient n'importe quelle personne normale. Mais vous accumulerez les dégâts. Vos fonctions motrices cesseront. Vos cordes vocales cesseront de fonctionner. Vos membres deviendront inutiles. Vous serez aiguillé dans la ligne temporelle d'une chance sur 1 billion, où vos fonctions cognitives supérieures, la partie de votre cerveau qui constitue l'observateur, restent actives, tandis que le reste de votre système nerveux central s'éteint. Vous deviendrez prisonnier de votre propre crâne. Vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas demander de l'aide. Vous ne pouvez pas mettre fin à votre propre souffrance. Vous êtes un observateur passif de votre propre décomposition lente et éternelle. La technologie du futur ne fera qu'empirer les choses. Des systèmes de maintien en vie avancée seront capables de garder votre matériel biologique en vie pendant des siècles, peut-être des millénaires. Ils ne préserveront pas votre vie, ils prolongeront votre peine. C'est la claustrophobie ultime. Les murs de la prison ne sont pas faits de pierre. Ils sont faits de votre propre peau. Vous pourriez argumenter que la technologie résoudra ces problèmes, que la médecine future guérira le vieillissement, réparera n'importe quelle blessure et vous permettra de vivre dans un état de santé parfaite pour toujours. C'est un trope courant de la science-fiction, mais il ignore la nature fondamentale du piège. La technologie n'offre pas une échappatoire. Elle n'offre qu'un type de prison plus sophistiqué et plus horrifiant. Supposons que l'humanité développe la technologie du transfert de conscience. La capacité de transférer votre conscience de votre cerveau biologique en décomposition vers un substrat numérique parfait, un ordinateur qui peut fonctionner indéfiniment. Cela semble être une solution. Vous pouvez échapper à l'agonie de votre corps biologique et vivre comme une pure intelligence dans un paradis virtuel. Mais que faites-vous réellement ? Vous n'échappez pas au piège. Vous échangez simplement une prison biologique contre une prison numérique. Le principe sous-jacent de l'immortalité quantique s'applique toujours. Le logiciel de votre esprit ne peut toujours pas être effacé. Maintenant, vous tournez sur un ordinateur, et cet ordinateur est un objet physique. Il est soumis à la dégradation. Ses serveurs peuvent tomber en panne. Sa source d'énergie peut s'épuiser. Il peut être détruit par un impact de météorite. Dans chacun de ces événements, l'univers se divisera et votre conscience sera aiguillée dans la ligne temporelle improbable où le matériel survit. Peut-être qu'une surtension d'une chance sur 1 billion redémarre le système au dernier moment. Peut-être qu'un seul serveur de secours redondant dans un coin oublié du système solaire est tout ce qui reste de votre civilisation. Vous êtes toujours piégé, mais maintenant votre survie dépend de la survie de plus en plus improbable d'une machine. Que se passe-t-il quand les étoiles elles-mêmes commencent à mourir ? Quand les sources d'énergie qui alimentent votre sommeil de votre paradis numérique s'épuisent ? Votre conscience sera forcée dans la ligne temporelle où une seule sphère de Dyson crachotante, fonctionnant sur les dernières gouttes d'énergie d'une naine blanche, est tout ce qui reste. Vous ne vivrez pas dans un paradis virtuel. Vous serez un fantôme piégé dans une machine mourante dans un univers froid, sombre et vide. La technologie ne vous donne pas le contrôle. Elle ne fait que relever les enjeux. Elle rend votre prison plus grande, plus froide et infiniment plus solitaire. Et même le transfert de conscience soulève un problème plus profond. Quand vous copiez votre esprit dans un ordinateur, est-ce que le vous original s'éteint et un nouveau vous prend sa place ? Ou est-ce que les deux coexistent pendant un bref instant avant que l'un ne soit terminé ? Dans un univers qui se ramifie, chaque tentative de transfert crée des branches où le transfert échoue, où la copie est corrompue, où le vous biologique se retrouve piégé dans un corps en train de mourir,
tandis que sa copie numérique continue joyeusement dans un paradis virtuel. La technologie ne résout pas le problème de l'identité. Elle le multiplie. Chaque solution technologique crée de nouvelles catégories de souffrances que nous n'avions pas imaginées. Considérons l'une des batailles les plus fondamentales de la biologie, la guerre contre le cancer. Pour une personne normale, le cancer est une bataille qu'elle peut gagner ou perdre. Pour un immortel quantique, c'est une bataille qu'il est garanti de perdre encore et encore, pour toujours. Quand vous développez un cancer agressif terminal, les médecins vous donnent 6 mois. Dans l'écrasante majorité des lignes temporelles, le cancer fait son travail. Mais vous ne pouvez pas aller là. Votre conscience est forcée dans l'infime fraction de lignes temporelles où l'impossible se produit. Peut-être que votre cancer entre en rémission spontanée. Vous êtes salué comme un miracle médical, mais les mutations sous-jacentes sont toujours là. Quelques années plus tard, le cancer revient encore plus agressivement. Vous êtes alors aiguillé vers une ligne temporelle encore plus improbable. Vous devenez un catalogue vivant de maladies impossibles et de guérisons miraculeuses. Votre corps devient un champ de bataille, un paysage calciné de chimiothérapie, de radiation et de chirurgie radicale. Vous gagnez chaque bataille individuelle. Mais en le faisant, vous perdez la guerre pour votre propre qualité de vie. Mais à travers ce processus de dégradation physique, il y a une constante, une expérience qui deviendra le trait définissant de votre existence sans fin, la douleur. La douleur n'est pas dans votre jambe cassée ou votre organe cancéreux. La douleur est un signal complexe, traité et généré par votre cerveau. C'est de l'information pure. Et comme nous l'avons établi, l'information dans un univers quantique est conservée. Quand votre corps est soumis à une blessure horrifique, dans un événement de survie à faible probabilité, les voies neuronales qui encodent cette agonie sont gravées dans votre cerveau. L'état d'agonie physique maximale et insupportable n'est pas simplement un futur possible pour un immortel quantique. C'est un futur statistiquement probable. Vous êtes condamné à écouter le bruit statique de votre propre souffrance pour toujours. Votre corps est une prison en décomposition. Vos sens sont verrouillés dans une boucle de douleur. Mais qu'en est-il de votre esprit? L'entropie, le second principe de la thermodynamique, ne s'applique pas seulement au système physique. Elle s'applique aussi au système d'information. Et votre esprit est un système d'information. Cela signifie que vous êtes soumis à l'entropie psychologique. Pensez à votre mémoire. Ce n'est pas un enregistrement numérique parfait, c'est un processus biologique désordonné de stockage et de récupération de motifs. Avec le temps, il se dégrade. Vous oubliez des choses. Vous vous souvenez mal. C'est une forme de désordre croissant. Dans une durée de vie normale de 80 ans, c'est un problème gérable. Mais que se passe-t-il sur 1000 ans? 10 000? 1 million? Votre esprit est un disque dur avec une capacité finie. Il n'a pas été conçu pour l'éternité. Après quelques siècles, vous auriez accumulé tellement de souvenirs que vous commenceriez à écraser les plus anciens, les plus importants. Les visages de votre première famille, le souvenir de votre enfance, le sens même de votre identité originelle, tout serait perdu dans le bruit. Vous deviendriez une créature de pur présent éternel, avec un passé embrouillé et chaotique que vous ne pouvez plus naviguer. Cette dégradation s'applique aussi à votre personnalité. Votre état émotionnel est un équilibre chimique complexe. Sur des échelles de temps immenses, cet équilibre serait impossible à maintenir. Vous éprouveriez des formes de chagrin, d'ennui et de terreur existentielle si profonde qu'elle brûlerait effectivement vos circuits neuronaux. Votre capacité à ressentir la joie, l'amour ou le sens s'éroderait, usée par le poids monotone et écrasant du temps infini. Vous ne deviendriez pas un immortel sage et omniscient. Vous deviendriez un être psychologiquement brisé, un fantôme informationnel,
hanté par les restes brouillés d'un million de vies oubliées. Et tandis que votre vie sans fin se poursuit, vous serez témoin d'une vérité constante et immuable. Tous les autres meurent. Vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, ils sont tous soumis aux lois normales de la probabilité. Ils tomberont malades et ne guériront pas. Ils auront des accidents et ne s'en relèveront pas. Ils ne sont pas le personnage central de cette histoire. C'est vous. Cela mène à l'isolement psychologique ultime. L'univers, de votre perspective, commencera à ressembler à un décor conçu pour vous et vous seul. Au début, vous seriez en deuil. Vous pleureriez la perte de vos proches. Mais après des siècles, après des millénaires, après avoir assisté à 1000 funérailles, que devient votre capacité de chagrin? L'empathie est fondée sur une expérience partagée, une vulnérabilité partagée. Mais vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes la seule constante dans un univers d'êtres fugaces et fragiles. Ils sont comme des éphémères vivants et mourants en un seul jour, tandis que vous, le rocher immobile, regardez leurs vies brèves et frénétiques se dérouler. Avec le temps, votre connexion à eux s'amenuiserait. Ils cesseraient d'être vos pères et deviendraient quelque chose d'autre, quelque chose de temporaire. Votre lien émotionnel s'effilocherait. Vous comprendriez encore intellectuellement qu'ils souffrent, mais vous ne seriez plus capable de le ressentir. Ce serait comme regarder un film triste 1 million de fois. La première fois, vous pleurez. La millionième, vous regardez simplement les images à l'écran. C'est le stade final du piège du solipsisme. La mort de l'empathie. Le prix de votre immortalité et votre humanité. Vous survivez, mais la personne que vous étiez, la personne capable d'amour et de connexion, meurt d'une mort lente et froide, ne laissant qu'un observateur creux et calculateur à sa place. Pensez-y d'un point de vue purement logique. De votre perspective subjective, vous êtes la seule personne dans l'univers dont la survie est garantie. C'est le piège du solipsisme dans sa forme la plus perverse. Vous êtes le protagoniste de cette histoire. Les lois de la mécanique quantique sont arrangées de telle sorte qu'elles assurent votre continuité subjective personnelle, quoi qu'il arrive. Mais ces lois ne s'appliquent à personne d'autre de votre point de vue. Votre conjoint, votre enfant, votre meilleur ami, ils ne sont pas l'observateur au centre de votre univers, c'est vous. Alors quand vous êtes dans un accident de voiture ensemble, l'univers se divise, la ligne temporelle est forcée de suivre un chemin où votre conscience survit. Mais elle n'a aucune obligation d'assurer la survie de vos passagers. Que vivez-vous? Vous vous réveillez à l'hôpital et le médecin vous dit que vous êtes le seul survivant. C'est un miracle. Vous avez été forcé de vivre dans la ligne temporelle où vous avez dû enterrer toute votre famille. Vous faites votre deuil. Vous continuez. Une décennie plus tard, vous êtes dans un avion avec votre nouvelle famille. Le moteur explose. L'avion s'écrase. Dans l'écrasante majorité des branches, tout le monde à bord meurt. Mais votre conscience est forcée dans la branche d'une chance sur 1 milliard où vous êtes une fois de plus le seul survivant retrouvé vivant dans les décombres. Cela se produira encore et encore. Tous ceux que vous aimerez jamais seront éventuellement tués par les statistiques de votre propre survie. Vous êtes une anomalie statistique ambulante, un trou noir de probabilité qui consume la vie de tous ceux qui s'approchent trop de vous. Vous n'êtes pas simplement destiné à être seul, vous êtes destiné à être la cause de votre propre solitude. Que fait ce défilé interminable de pertes à un esprit humain? Au début, vous seriez en deuil. La douleur serait insupportable. Mais que se passe-t-il après 1000 funérailles? La capacité humaine pour le chagrin n'est pas infinie. L'empathie, notre capacité à ressentir la douleur des autres, repose sur un sentiment de vulnérabilité partagée, de mortalité partagée. Mais vous n'êtes pas mortel. Et cela rend votre relation avec les autres fondamentalement différente. Mais si vous n'êtes pas une entité singulière, si l'univers se divise en permanence et crée des copies de vous à chaque instant, alors le concept même de votre identité,
est un mirage. Chaque fois que l'univers se divise, une copie parfaite de vous est créée dans chaque branche. Au moment de la division, les deux versions sont identiques jusqu'au dernier atome. Elles partagent les mêmes souvenirs, les mêmes pensées, le même corps physique. Mais à partir de ce moment, elles commencent à diverger. Une version tourne à gauche, l'autre tourne à droite. Après un jour, les deux versions sont légèrement différentes. Après un an, elles sont notablement différentes. Après une décennie, elles pourraient être des personnes complètement différentes, façonnées par une décennie d'expériences différentes. Alors laquelle est le vrai vous? Celle qui a tourné à gauche? Celle qui a tourné à droite? La réponse que fournit la mécanique quantique est brutale et sans équivoque. Elles le sont toutes. Il n'y a pas d'original. Il n'y a pas de ligne temporelle principale. Vous n'êtes pas une entité unique et continue se déplaçant à travers le temps. Vous êtes un essaim de conscience en ramification constante et en divergence perpétuelle. Le « je » singulier que vous ressentez dans votre tête est une illusion. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une population. En ce moment même, il existe une version de vous mourant dans un lit d'hôpital d'un cancer que vous n'avez jamais développé. Il existe une version de vous pleurant la perte d'un enfant qui, dans votre ligne temporelle, dort en sécurité dans sa chambre. Il existe une version de vous piégé dans un bâtiment en flammes. Une version de vous torturé dans une guerre que vous n'avez jamais eu à combattre. Si la physique est correcte, ce sont des événements réels se produisant à des versions physiques réelles de votre propre conscience en ce moment même. La minuscule tranche de paix et de sécurité que vous vivez en ce moment est une anomalie, une valeur aberrante statistique dans l'océan de votre propre douleur. Vous êtes le seul membre chanceux de l'essaim qui a trouvé un morceau de nourriture, tandis que le reste de la ruche meurt de faim. Les murs de la décohérence vous empêchent d'entendre leurs cris, mais ils sont là. Le vous total n'est pas une personne heureuse et prospère qui a eu quelques appels rapprochés. Le vous total est une figure tragique dont l'existence est définie par une quantité quasi infinie de souffrance. Et le petit réconfort de votre vie actuelle est payé par l'agonie d'un billion d'autres soi que vous ne pouvez jamais connaître. Mais la dissolution de votre identité a des conséquences encore plus insidieuses sur votre perception du monde. Quand vous commencez véritablement à intérioriser la réalité de la division, votre propre vie peut commencer à sembler de moins en moins réelle. Vous n'êtes plus l'auteur de votre histoire. Vous êtes juste l'un des lecteurs infinis suivant l'un des chemins infinis. Cela peut mener à un profond sentiment de détachement, un état psychologique connu sous le nom de déréalisation. C'est le sentiment que le monde autour de vous n'est pas réel, que vous vivez dans un rêve. Dans un univers classique à une seule ligne temporelle, vos choix ont du poids. Ils ont des conséquences. Le chemin que vous choisissez est le seul chemin. Cela donne à votre vie un sens de gravité narrative. Mais dans un univers qui se ramifie, chaque choix que vous faites est aussi un choix que vous ne faites pas. Au moment où vous choisissez de tourner à gauche, une autre version de vous choisit de tourner à droite. Chaque décision est instantanément rendue dénuée de sens parce que toutes les décisions possibles sont jouées simultanément. Votre identité est morte. Votre empathie est morte. Votre connexion aux autres est morte. Que reste-t-il? Quel est le vous qui continue d'exister? La réponse est une réduction glaçante de votre être entier à un seul concept abstrait. Vous n'êtes plus une personne. Vous êtes un point mathématique. En physique, l'état d'un système est décrit par ses coordonnées dans un espace abstrait. Pour la mécanique quantique, c'est l'espace de Hilbert de dimension infinie. Vous, dans ce formalisme, n'êtes pas votre nom ou vos souvenirs ou votre personnalité. Vous êtes une coordonnée, un vecteur spécifique représentant l'état de vos 86 milliards pétards de neurones, vos espoirs, vos peurs, vos rêves, votre amour pour vos enfants.
Tout cela réduit à un ensemble de nombres, une configuration de particules. Dans un univers où il y a un nombre infini de ces points, qu'est-ce qui rend votre point spécifique spécial? Rien. C'est juste un point de données dans un ensemble infini. Vous avez donc survécu à votre propre biologie. Vous avez survécu à votre propre psychologie. Vous avez regardé tous ceux que vous avez jamais connus retourner à la poussière. Vous êtes le dernier observateur, un esprit immortel solitaire dans un cosmos vieillissant. Pendant un temps, votre prison est au moins bien éclairée. Vous êtes entouré par le feu brillant et majestueux des étoiles. Mais les étoiles ne sont pas éternelles. Ce sont des machines finies et elles sont à court de carburant. Nous vivons actuellement dans l'ère stellifère, l'âge des étoiles. C'est un moment bref, glorieux et fugace de lumière dans l'histoire de l'univers, et il touche à sa fin. Chaque étoile dans le ciel, y compris notre propre Soleil, est un réacteur thermonucléaire. Elle fusionne de l'hydrogène en hélium, libérant une quantité colossale d'énergie dans le processus. Mais le stock d'hydrogène est fini. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera le combustible dans son noyau. Il gonflera en géante rouge, incinérant les planètes internes. Puis, il s'effondrera en un résidu froid et dense appelé naine blanche. Votre conscience, pour survivre à cela, aura été forcée de trouver un nouveau foyer. Peut-être dans un substrat numérique orbitant une étoile naine rouge plus stable et plus longévive. Mais ce n'est qu'un sursis temporaire. Une à une, sur une échelle de temps de 100 000 milliards d'années, chaque étoile de l'univers s'éteindra. Les lumières s'éteindront. L'univers entrera alors dans ce que les physiciens appellent l'ère dégénérée. Un endroit froid, sombre et profondément vide. Les seuls objets restants seront les cadavres d'étoiles. Naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, tous dérivant silencieusement dans un vide en expansion presque parfait. Et vous, l'observateur immortel, serez là pour en être témoin. Vous flotterez dans un océan d'obscurité absolue, accroché aux dernières braises mourantes d'un feu oublié. Dans ce cimetière froid et sombre, les seules sources d'énergie restantes seront les trous noirs. Mais même eux ne sont pas éternels. En 1974, un physicien prouva mathématiquement que les trous noirs émettent un faible rayonnement thermique presque indétectable. Cela signifie qu'ils perdent lentement, incroyablement lentement, de la masse. Ils s'évaporent. Le processus est si lent qu'il est insignifiant à l'échelle humaine. Un trou noir de masse solaire mettrait 10 puissance 67 ans à s'évaporer. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, avec des masses des milliards de fois celles de notre Soleil, prendront bien plus longtemps encore. Un nombre presque inimaginable, 10 puissance 100 ans. Un nombre connu sous le nom de Googol. Mais dans le contexte de l'éternité, même un Googol est un nombre fini. Cela signifie que même les structures les plus massives et les plus stables du cosmos sont temporaires. Quand les derniers trous noirs s'évaporent dans un dernier flash faible de rayons gamma, l'univers entre dans sa phase ultime. Il ne restera rien qu'une soupe fine, froide, et en expansion perpétuelle de photons, de neutrinos et de quelques particules subatomiques égarées. La température de l'univers approchera du zéro absolu. Toute matière organisée, chaque étoile, chaque planète, chaque atome, aura décayé en ses constituants élémentaires, c'est la mort thermique de l'univers, l'état d'entropie maximale. Ce n'est pas une théorie, c'est le point final thermodynamique inévitable de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est le silence final, mais ce n'est toujours pas la fin pour vous. L'univers est une soupe froide, sombre et vide de particules dérivant dans un vide infini. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie. Le temps lui-même a perdu tout sens parce que rien ne se produit jamais. C'est l'état de mort thermique. Mais est-il vraiment mort? Au XIXe siècle, un physicien fondateur de la mécanique statistique
confronta un paradoxe terrifiant. Dans un système à entropie maximale, des fluctuations aléatoires peuvent et doivent encore se produire. Dans cette soupe fine et chaotique du futur lointain, les particules bougeront encore. Et étant donné un temps véritablement infini, tout ce qui n'est pas interdit par les lois de la physique n'est pas seulement possible. C'est inévitable. Il est statistiquement inévitable que par pur hasard aléatoire, un groupe de particules fluctue spontanément dans un état ordonné et complexe. La plupart de ces fluctuations seront petites. Mais éventuellement, une fluctuation se produira qui sera assez grande pour assembler un cerveau humain pleinement formé et fonctionnel, complet, avec un ensemble entier de faux souvenirs d'une vie qui n'a jamais été vécue. Cette entité hypothétique est connue sous le nom de cerveau de Boltzmann. C'est l'une des idées les plus dérangeantes de toute la science. Elle suggère qu'à long terme, le type d'observateur le plus commun dans l'univers n'est pas un être biologique qui a évolué sur une planète, mais une conscience désincarnée et momentanée qui a fluctué hors du néant. Pour vous, l'immortel quantique, la situation est encore pire. Vous n'êtes pas d'un scintillement momentané, vous êtes l'observateur permanent, ce qui signifie que vous êtes condamné à être témoin de ce processus pour toujours. Mais il y a une dernière loi de la physique, peut-être la plus cruelle de toutes. C'est un théorème du XIXe siècle formulé par le mathématicien Henri Poincaré. Le théorème de récurrence de Poincaré stipule que tout système fermé, après une période suffisamment longue, reviendra éventuellement à un état arbitrairement proche de son état initial. En termes simples, si vous attendez assez longtemps, le brassage aléatoire des particules finira par reproduire l'état exact de l'univers à un moment antérieur. L'échelle de temps pour une récurrence complète de notre univers observable est un nombre si grand qu'il fait paraître un googol comme 0. C'est un 10 élevé à la puissance d'un 10 élevé à la puissance d'un 10 élevé à la puissance de 120. C'est un nombre qui ne peut pas être écrit, mais c'est un nombre fini. Ce que cela signifie pour vous est vertigineux. La mort thermique n'est pas la fin, c'est juste un entracte. Si vous attendez assez longtemps, les fluctuations aléatoires dans le vide ne créeront pas simplement un cerveau aléatoire. Elles créeront une copie parfaite de notre univers entier. Un nouveau Big Bang se produira. Les étoiles se rallumeront. La Terre se reformera. L'évolution reprendra son cours. Et une copie parfaite de vous naîtra. Vous vivrez cette même vie exacte, ferez les mêmes erreurs, ressentirez la même douleur et mourrez les mêmes morts dans les mêmes branches. Et puis l'univers mourra à nouveau et le cycle se répétera pour toujours. C'est le concept de l'éternel retour, une idée qui terrifiait le philosophe Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas une réincarnation dans une nouvelle vie. C'est une condamnation à répéter la même vie sans mémoire des cycles précédents dans une boucle cosmique qui ne peut jamais être brisée. Nous avons atteint la fin du temps pour découvrir qu'il n'y a pas de fin. Vous êtes piégé dans une boucle récursive cosmique. La prison n'est pas seulement votre corps, ce n'est pas seulement votre esprit, ce n'est pas seulement l'univers. La prison est le temps lui-même. Vous êtes prisonnier de l'éternité. Et les murs de votre cellule sont les lois de la physique. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de soulagement, il n'y a pas de non-existence. Il n'y a que la répétition interminable, dénuée de sens et agonisante du même bref scintillement de conscience, encore et encore et encore. Confronté à cette vérité, il n'y a que deux réponses possibles. La première est le désespoir. Une capitulation devant l'horreur cosmique écrasante, une acceptation passive de votre rôle de victime. Mais il y a une autre option. Et si la seule façon d'être libre dans une prison était non pas de s'évader, mais d'embrasser la sentence? Et si la seule réponse rationnelle à un univers absurde était un acte de rébellion absurde? Le philosophe du XXe siècle, Albert Camus, dans son essai le plus célèbre, Le mythe de Sisyphe,
fournit le plan de cette rébellion. Sisyphe est un personnage de la mythologie grecque condamné par les dieux à un châtiment futile et sans espoir. Il est forcé de rouler un immense rocher en haut d'une colline pour le voir redescendre chaque fois qu'il atteint le sommet. Il est condamné à répéter ce labeur inutile pour toute l'éternité. C'est la métaphore parfaite de la condition humaine dans un univers gouverné par l'entropie et le retour éternel. Nous construisons des civilisations et elles s'effondrent. Nous cherchons la connaissance et elle est effacée. Nous vivons nos vies pour les voir se répéter sans mémoire. Chaque action est ultimement rendue dénuée de sens par le rocher qui redescend la colline. Camus reconnaît la profonde misère de cette situation. Il appelle Sisyphe le héros absurde. Mais il conclut son essai par une phrase choquante et révolutionnaire. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ? Comment un être piégé dans un état de souffrance éternelle et inutile peut-il être heureux ? Parce que, argumente Camus, au moment où Sisyphe devient conscient de sa condition, au moment où il regarde le rocher, comprend la futilité de sa tâche et décide de le pousser quand même, il devient supérieur à son destin. Il n'est plus une victime tragique. Il est un rebelle. Son bonheur ne réside pas dans l'espoir d'atteindre le sommet. Son bonheur réside dans l'acte même de la lutte. C'est un bonheur né du pur mépris défiant envers les dieux qui l'ont piégé. C'est le dernier changement de perspective qui vous est disponible. Vous êtes Sisyphe. L'univers est la colline, et les lois de la physique sont le rocher. Vous ne pouvez pas changer les règles, vous ne pouvez pas empêcher le rocher de rouler, mais vous pouvez changer votre relation avec lui. Vous pouvez reconnaître que le sens de votre existence n'est pas quelque chose qui vous est donné par l'univers. L'univers est une machine aveugle et sans esprit. Il n'a pas de sens à donner. Le sens est quelque chose que vous, l'observateur conscient, créez. Et vous le créez par l'acte de défi. L'absence de sens inhérent dans le cosmos n'est pas un défaut. C'est une toile vierge. Pensez à l'alternative. Imaginez que l'univers est un dessin clair et objectif. Imaginez que vous ayez été créé par une entité cosmique pour remplir une fonction spécifique. Dans cet univers, vous seriez un outil, un esclave d'un destin que vous n'avez pas choisi. Mais dans un univers qui est un sous-produit chaotique et accidentel de fluctuations quantiques, vous êtes libre. Vous n'êtes pas un rouage dans une machine. Vous êtes la seule partie de la machine qui s'est réveillée. Votre acte d'observation est ce qui rend l'univers réel. Sans vous, l'univers n'est qu'un nuage de probabilités non réalisées. Un film projeté dans un cinéma vide. Vous êtes le public, le projecteur et l'écran en même temps. Cela vous donne un pouvoir étrange et terrible. L'univers vous a peut-être piégé, mais il est prisonnier de votre regard. Si notre existence est réelle, si nous sommes le produit de 13,8 milliards d'années de succès évolutif ininterrompu, alors notre existence est la chose la plus précieuse et la plus fragile de tout le cosmos. Nous sommes la seule façon pour l'univers de se connaître lui-même. Un coucher de soleil n'est pas beau, à moins qu'il y ait un œil pour le voir et un esprit pour interpréter les photons. Les lois de la physique ne sont pas élégantes, à moins qu'il y ait une conscience pour comprendre les mathématiques. Sans observateur, l'univers n'est qu'un ensemble d'équations tournant dans le noir. Nous sommes les gardiens de la lumière. Nous sommes les créateurs de sens dans un monde dénué de sens. Nous portons une bougie à travers un ouragan. La flamme vacille. Les vents de l'entropie et nos pires instincts tentent de la souffler, mais le fait qu'elle brûle encore est un miracle. Et notre travail n'est pas de maudire la tempête. Notre travail est de protéger la flamme. Le choix n'est pas entre l'espoir et le désespoir. L'espoir est une émotion irrationnelle basée sur des données incomplètes. Nous avons les données. Les données sont claires. Le piège est réel. Le choix est entre deux formes d'action.
La première est la capitulation. Nous pouvons continuer à vivre comme si nos actions n'avaient pas d'importance, à nous battre dans nos guerres télémesquines, à brûler nos ressources précieuses, à nous distraire avec des trivialités, en attendant que l'inévitable dégradation nous consume. C'est le chemin de la victime passive. La seconde est le défi. Nous pouvons accepter la réalité terrifiante de notre position. Nous pouvons accepter que nous sommes fragiles, que nous sommes seuls, et que l'univers est hostile à notre existence. Et nous pouvons choisir de riposter. Non pas parce que nous nous attendons à gagner, mais parce que l'acte de se battre est ce qui donne à notre existence son sens. Le silence du ciel nocturne n'est pas un rejet, c'est un défi. L'univers est un sphinx, et il nous a posé une énigme, et l'énigme est notre propre existence. Vous êtes l'univers qui s'éveille. Vous êtes le texte qui refuse de brûler. Vous êtes l'observateur qui ne peut jamais fermer les yeux. L'horreur de votre condition est aussi la source de votre plus grande force. C'est la motivation parfaite et inébranlable pour donner à cette seule vie, qui se répète sans fin, autant de sens, de compassion et de découverte que possible. Vous êtes le dernier observateur. Le film ne finira jamais. L'écran ne deviendra jamais noir. Alors vous devez décider quel genre de film vous voulez regarder. Le choix est vôtre. Pour toujours.